Être dans son corps, bien sûr, c'est être bien assis lorsqu'on est assis, mais c'est aussi lorsque l'on marche, être totalement conscient de sa façon de marcher, du déroulé des pas sur le sol, des mouvements du corps. Lorsque l'on court, c'est la même chose. Lorsque l'on fait un travail manuel, par exemple, couper des légumes pour faire la cuisine, le travail manuel est une des activités favorites des pratiquants du zen, parce que c'est l'activité dans laquelle on peut immédiatement, si on s'y concentre, si on fait attention, si on est en train de discuter avec ses voisins, évidemment ça ne va pas, mais si on est vraiment un avec ce que l'on est en train de faire, le fait de simplement couper des légumes nous donne une totale présence à notre vie de cet instant, dans ce corps, dans cet ici et maintenant, et dans l'attention que l'on doit avoir pour ne pas se couper les doigts et pour faire les choses comme il faut, éplucher et couper les légumes comme ils doivent être faits. Bien, ça, c'est vraiment une pratique du zen. Et tout le monde peut pratiquer ça. Tout le monde est amené à soit faire le ménage chez soi, soit préparer à manger. Souvent, ce sont des activités qui sont considérées comme des corvées. Et on essaye de s'en débarrasser parce qu'on pense que ce qui est noble et profond, c'est de pouvoir regarder un film, et lire un livre, avoir une discussion philosophique, je ne sais. Mais en tous les cas, ce qui est de l'ordre plutôt du mental, de l'intellect, de l'esprit. Et on a tendance à négliger le corps. Donc, le premier enseignement du zen, c'est vraiment retour au corps. C'est fondamental. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes pour l'éducation des enfants qui sont souvent hyper agités et sans doute parce qu'ils sont trop en contact avec toutes sortes d'informations. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants. Tout le monde est un peu comme ça. Et de plus en plus de gens ont du mal à se concentrer. C'est-à-dire à quoi? À être simplement un avec ce qu'ils font ici et maintenant, et pas dispersé, et pas perturbé par toutes sortes de pensées qui traversent l'esprit au moment où on a quelque chose à faire. Et donc la pratique du zen, c'est d'abord ça, être dans son corps, prendre toutes les activités quotidiennes comme des pratiques d'éveil, c'est-à-dire d'éveil au corps, d'éveil à la présence, d'éveil à être ici et maintenant, en unité avec sa vie, avec son action, et à travers la vie et l'action que l'on est en train d'avoir ici et maintenant, en unité évidemment avec les autres également. Ça implique bien sûr d'abandonner l'esprit de discrimination du mental ordinaire, de l'ego, qui établit des hiérarchies entre les activités. Il y a le noble et le vulgaire. J'ai fait allusion il y a quelques instants déjà. Tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, c'est noble. Tout ce qui est matériel, c'est vulgaire. Et donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on considère comme des corvées. Et du coup, on vit à moitié. C'est-à-dire qu'il y a des temps extrêmement limités dans lesquels on estime qu'on a une activité noble, qui a du sens pour nous. Et tout le reste, ne serait-ce que conduire sa voiture pour aller travailler, les gens considèrent que, par exemple, le temps perdu dans les transports, c'est catastrophique. Pas forcément. Si on est vraiment concentré sur la conduite d'une voiture, c'est une pratique de méditation. Ça veut dire d'être vraiment présent à son volant ou à ses commandes, faire attention aux autres surtout, pas créer d'accidents, donc avoir un esprit vaste, regarder bien tout ce qui se passe autour de soi, pas se laisser distraire, pas être en train de téléphoner. Il y a une manière de conduire la voiture qui est une pratique du zen. Il n'y a pas que les voitures zen, les voitures électriques de la ville de Nice, il y a la manière zen de conduire sa voiture. Et ça fait que je ne me dis pas que le transport, c'est du temps perdu. Non, je rentre dans ma voiture et la voiture, c'est mon dojo. J'ai mis du temps à comprendre ça, parce que moi, je suis d'un naturel un peu impatient, et donc j'avais tendance à considérer que le temps passé dans les transports, c'était vraiment du temps perdu. Mais depuis que j'ai compris l'inverse, que je suis en train de vous expliquer maintenant, je me l'applique évidemment à moi-même, en premier lieu, parce que j'en avais bien besoin, et je suis maintenant beaucoup plus détendu dans ma voiture, et j'espère, en tous les cas, moins dangereux pour la circulation et les relations avec les autres. Et c'est surtout l'absence de frustration. Vous savez, le Bouddha a essayé de résoudre le problème de la souffrance. Et si on regarde, nous, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Souvent, c'est un sentiment de frustration. C'est-à-dire de gâcher sa vie, de perdre son temps, de ne pas faire vraiment ce qui est important. Parce qu'on a l'idée que ce n'est pas ici et maintenant qui est important, c'est ailleurs, après. Ce que je vais faire après, ailleurs. Quand on travaille, ça va être les vacances. Quand on est ici, c'est quand on sera plus tard arrivé, par exemple, à la destination. Quand l'instant présent est peut-être ennuyeux, mais après, quand je vais rentrer chez moi ce soir, je vais faire des choses vraiment qui ont de la valeur, qui m'intéressent.
Bref, on est toujours en train de reporter. Et ce que je disais au début de la conférence, c'est-à-dire que le mental se déplace toujours dans l'espace et le temps, et rarement ici et maintenant, c'est lié fondamentalement à un problème de frustration. C'est-à-dire qu'on n'habite pas vraiment l'ici et maintenant, parce que nous ne vivons pas vraiment dans notre corps, mais dans notre mental, qu'à cause de ça, on a une vie extrêmement artificielle, superficielle, qu'on ne pénètre pas la beauté de la vie de chaque instant, qui est une vie merveilleuse si on la vit vraiment profondément, qui nous fait être un avec la vie, un avec les autres autour de nous aussi, parce que nous sommes rarement seuls. Et même quand on est seul, souvent c'est qu'on est dans la nature. Et donc là aussi, on peut réaliser cette unité avec la nature, ce qui est une excellente expérience. Donc, voilà, je crois qu'il est vraiment fondamental, ça, ce que je viens d'expliquer depuis un bon moment, c'est le corps. Mais il y a aussi d'autres aspects, là j'en ai déjà parlé, je vais abréger, mais quand même, j'ai fait allusion au fait de ne pas, de ne pas faire une chose en vue d'autre chose, c'est-à-dire d'essayer d'être pleinement un avec ce que nous faisons. Eh bien, c'est très important, notamment, alors pour le travail, parce que le travail, souvent, si on considère que le travail c'est juste un gagne-pain, qu'on est exploité par un patron qui vraiment, bref, qu'on n'aime pas, qu'on n'estime pas, et que donc il nous paye un salaire à la fin du mois, mais qu'on est exploité. Donc on va essayer de se débarrasser de son travail de la manière la plus rapide possible, la plus expéditive, et on ne va pas vraiment s'investir. Alors que dans la pratique du zen, eh bien, on va considérer le travail comme une voie de réalisation. C'est-à-dire que ça va être l'occasion de se concentrer sur ce que l'on fait en laissant tomber l'esprit de discrimination. Il n'y a pas de noble ou de vulgaire dans le zen, par exemple. Dans un temple, un des travaux les plus nobles, c'est de nettoyer les toilettes. Pour la plupart des gens, c'est vraiment la pire activité. Dans un temple zen, non. Parce que c'est l'occasion, justement, d'abandonner cet esprit de discrimination, de choix et de rejet, qui établit des hiérarchies entre les choses, qui sélectionne et qui élimine, et qui donc nous fait vivre une demi-vie, parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on n'estime pas valables, et dont on essaye de se débarrasser. Donc, du point de vue du zen, tout est valable, parce que tout est occasion de manifester notre présence au monde, ici et maintenant, en unité avec ce que nous faisons, d'autre part, de faire ce que nous faisons avec le sens que ce que nous faisons dans le travail notamment, normalement, c'est quand même un service, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Si notre travail n'avait pas de valeur, on ne nous payerait pas. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc si nous sommes rémunérés pour notre travail, c'est qu'il a de la valeur. Souvent, cette valeur, elle est confisquée par certains, et on s'estime un peu frustré, voilà, d'être exploité. Mais en tous les cas, le travail a de la valeur. Et qu'est-ce que c'est que cette valeur? C'est finalement le fait que le travail rend service, soit par la production de biens, soit par la production de services aux autres. On produit des choses qui vont intéresser d'autres personnes et qui vont, ils vont être capables de les acheter des services, acheter des biens, parce qu'on a produit quelque chose qui a de la valeur. Eh bien, dans la pratique du zen, on est conscient de ça, c'est-à-dire qu'on est conscient de ce que nous faisons est une valeur pour les autres. Et donc on va essayer de faire ce que nous faisons le mieux possible. Pas seulement pour soi-même, mais comme cadeau, comme don pour les autres. Et donc à ce moment-là, au lieu de se sentir frustré dans son travail, au contraire, on va s'y appliquer en se disant, ben, les gens qui recevront le fruit de ce travail, de ce service, ben, ils recevront quelque chose de positif. Je leur fais un cadeau, je leur fais un don. Hein. Et en produisant des choses de qualité, en rendant des services de qualité, en établissant aussi dans son travail des relations de qualité. Parce que le travail est rarement solitaire. Et donc, on établit toutes sortes de relations avec les gens quand on travaille. On est dans un certain milieu professionnel. Et donc, être attentif à la qualité de nos relations avec les autres, ça fait partie de la pratique du zen. Et c'est ça qui donne un sens profond à l'existence. C'est justement, encore une fois, d'actualiser et de vivre en harmonie avec la véritable nature de notre existence. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres d'interdépendance. Eh bien, cultivons ces relations d'interdépendance le mieux possible pour offrir un service, un travail de qualité
et qui va lui donner son sens, qui va satisfaire tout le monde, et à travers aussi des relations de travail dans lesquelles les gens vont s'épanouir parce qu'ils ne vont pas se sentir exploités, utilisés, mais au contraire, on va établir des relations de coopération avec les autres, et donc on va pouvoir travailler dans une certaine joie de faire ensemble des choses qui ont de la valeur, qui ont du sens, et notamment à travers la façon dont on les fait, dont on les produit, dans lesquelles on exerce notre activité. Mais du point de vue spirituel, qui est quand même l'aspect le plus important de la pratique du zen, mais tout ça est spirituel. D'ailleurs, je ne devrais pas parler de spirituel, parce que justement, le propre du zen, c'est de ne pas créer de compartiments entre la dimension spirituelle et les dimensions plus matérielles, plus prosaïques de l'existence. Mais je voulais dire plus spirituel au sens de ce qu'on appelle habituellement spirituel, c'est-à-dire pratique de la voie, notamment la méditation. Eh bien, dans la pratique de la méditation, le zazen, donc, si nous avons un objet, ça c'est très subtil, et ça a un gros problème par rapport au sens, justement. C'est que généralement, a du sens quelque chose qui correspond à un objet que l'on veut atteindre, un objectif. Hein. Dans la pratique du zen, l'objectif, normalement, c'est de s'éveiller. Hein. Apprendre à se connaître soi-même. Apprendre à se connaître soi-même, c'est se libérer de ses illusions. Donc réaliser l'éveil, le satori. C'est tout à fait ça, hein, d'ailleurs, la pratique. Mais si, lorsque l'on pratique, on est attaché à l'objet, au résultat de la pratique, eh bien, on va fausser la pratique elle-même. Parce qu'à ce moment-là, par exemple, si on veut réaliser le satori, hein, beaucoup de gens ont entendu parler du satori, alors ça paraît quelque chose de merveilleux. Donc, on fait zazen et on s'assoit, puis on attend que le satori nous tombe dessus, comme une révélation. Et du coup, ça devient l'objet de notre pratique. Eh bien, le fait d'être tendu vers cet objet nous met dans une attitude d'avidité, de désir pour obtention de quelque chose, qui va totalement à l'encontre du sens de la pratique, qui est de nous libérer de toute forme d'avidité, y compris l'avidité spirituelle. Et ça, c'est assez subtil, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Notamment, les gens qui pratiquent seuls sans maître sont souvent piégés par ça, parce qu'ils ont lu quelques livres, ils ont quelques idées que la méditation apporte l'éveil, et ils veulent l'obtenir, ils en font un objet. Bien sûr, la méditation apporte l'éveil, mais justement, lorsqu'on arrête de poursuivre quelque chose, lorsqu'on lâche prise, c'est le lâcher prise qui est l'éveil. Et donc, si au contraire, l'éveil devient un objet de désir, quelque chose à obtenir, eh bien, on s'est piégé soi-même. C'est-à-dire qu'on est en train de s'empoisonner. Vous savez, le Bouddha a dit trois poisons de l'esprit. Hein. Trois poisons de l'esprit, c'est l'avidité, la haine et l'ignorance. Hein. C'est au fond la cause de la plupart des souffrances. Hein. On veut obtenir quelque chose, donc on est tendu vers un but, donc ça nous empêche de vivre ici et maintenant. La seule réalité de notre vie qui est ici et maintenant, le but, c'est fictif, c'est virtuel, c'est le mot cherché tout à l'heure. Je parlais de réalité, je cherchais le mot virtuel. Le but est quelque chose de virtuel. Et donc si on est tendu vers un but, eh bien on vit dans un monde virtuel. C'est-à-dire le monde de Satori qu'on a imaginé et que l'on cherche à atteindre. Mais évidemment, il y a forcément un fossé entre les deux, puisqu'on a projeté ça à travers le mental, dans une certaine représentation de ce à quoi on voudrait que notre vie ressemble. Alors, on crée nous-mêmes le fossé, la séparation. Donc, la pratique du zen est un enseignement fondamentalement de lâcher prise, et le mot-clé qu'employait Maître Deshimaru quasiment tous les jours, c'est mushotoku. Mushotoku, mu veut dire absence, pas shotoku de profit, pas de recherche de profit. Autrement dit, pas d'avidité, pas donc ce premier poison de l'esprit qui est l'avidité, hein, qui se manifeste partout dans la société pour les objets de consommation, mais qui se retrouve aussi dans la pratique spirituelle, qui ont fait parler, notamment un maître tibétain, Trungpa, parler du matérialisme spirituel. Il avait tout à fait raison. C'est-à-dire que il y a une forme de matérialisme spirituel qui consiste à fonctionner dans la spiritualité, dans la pratique de la voie, avec la même avidité avec laquelle nous fonctionnons dans la société de consommation et le monde matériel. Et donc, bon, je crois que j'y ai déjà fait allusion plusieurs fois, mais
J'y reviens de différentes manières parce que c'est vraiment la clé vraiment fondamentale de l'éveil et donc d'avoir une pratique qui a du sens par rapport à notre vie parce que le sens de la pratique est de nous libérer des causes de la souffrance. Si je vais résumer toute la conférence, c'est ça. Le sens de notre vie du point de vue du zen, c'est de nous libérer des causes de la souffrance en nous faisant vivre en harmonie avec la réalité. Voilà. Autrement dit, nous vivons dans une certaine illusion, dans nos constructions mentales, qui nous empêchent d'être en contact intime et intuitif avec la réalité. On se fait de toutes sortes d'idées qui nous conditionnent et qui deviennent des illusions. Et donc, on n'est pas en harmonie. On vit, comme on dit vulgairement actuellement, à côté de ses pompes. Hein. On n'est pas vraiment en harmonie avec ce que nous sommes en réalité. Je reviens en boucle sur ce thème parce que c'est l'essentiel, je crois. Voilà. Et donc, la pratique du zen vise à nous faire vivre non seulement en harmonie, mais donc en unité avec ce que nous sommes en réalité. Cette unité est à trouver dans nos activités quotidiennes. Elle est aussi, évidemment, à trouver dans nos relations avec les autres. Et ça, c'est fondamental, ce qui donne certainement un sens encore plus puissant et profond à la pratique du zen, c'est de développer une capacité d'empathie qui fait que nous nous sentons profondément reliés aux autres et au fond, nous sommes d'autant plus capables de nous mettre à leur place, bien qu'on ne peut jamais se mettre totalement à la place de quelqu'un d'autre, mais on peut avoir plus facilement accès à ce qu'il peut ressentir si on a soi-même, à travers la pratique de la méditation, exploré toutes les arcanes de notre ego, de notre subconscient, voire de notre inconscient, et que donc, voilà, se connaissant soi-même suffisamment, on a plus de capacité de deviner, de pressentir ce que peut ressentir l'autre. Parce que aussi, dans la pratique du zen, on devient extrêmement intime avec soi-même. On parle souvent de la pratique de la pleine conscience. Il est évident que la pratique de la pleine conscience provient en grande partie de l'enseignement du zen. Et l'enseignement du zen, c'est d'être constamment, pleinement conscient de ce qui nous habite, de ce qui nous traverse l'esprit, de ce qui nous conditionne, de ce qui nous fait agir, de ce qui nous fait parler, de ce qui nous provoque nos émotions. Et donc, cette pleine conscience est considérablement développée par l'habitude que nous prenons de commencer nos journées par une assise méditative qui va durer 2 demi-heures en début de journée, ou le soir éventuellement, et qui fait que on va se replonger à la source justement de ce qui fait sens de notre vie, c'est-à-dire de la réalité de notre existence en interdépendance avec les autres. Et donc cette interdépendance vécue positivement va nous amener à avoir une attitude beaucoup plus non seulement d'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, mais la compassion, c'est une attitude qui n'a rien à voir avec la pitié, qui est beaucoup plus profonde. C'est une attitude qui nous porte à vouloir aider les autres et trouver les moyens les plus subtils et les plus justes pour réellement aider les autres. Les aider à quoi? Pas nécessairement à satisfaire leurs désirs, mais moins à se libérer des causes de leur souffrance, c'est-à-dire au fond les aider à réaliser leur désir profond d'une vie heureuse, d'une vie pas perturbée par les illusions causes de souffrance. Et donc ça implique ça, évidemment, à mon avis, hein, je pense que c'est pas le mien seulement, même de grands maîtres ont dit que soi-même on ne peut pas vraiment aider les autres parce qu'on ne peut pas réaliser l'éveil à leur place. Donc il faut, et c'est très bien parce que si on croit qu'on peut vraiment sauver les autres, on risque d'entrer dans une espèce de délire de toute puissance extrêmement dangereux. Et il y a certains maîtres spirituels avec beaucoup de guillemets, des gourous, ce qu'on appelle des gourous, hein, qui font croire qu'ils ont le pouvoir de vous éveiller, de vous libérer, etc. En réalité, de très grands maîtres zen comme maître Weneng, Eno, avouent très humblement, moi, Eno, 6e patriarche du zen, je ne peux aider personne, je ne peux sauver personne. Mais chacun est sauvé et éveillé et libéré par sa propre nature de Bouddha. Donc tout le sens de la démarche du zen, qui devient le sens de notre vie, c'est de revenir le plus possible en contact avec la véritable nature de notre existence, qu'on appelle nous nature de Bouddha, qui veut dire en fait, Bouddha c'est pas le personnage historique, c'est l'éveil, hein, donc notre nature éveillée. Et donc, bien que j'étais en train de parler de la compassion et d'aider les autres, c'est facilité par
l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ça nous donne seulement les moyens habiles, c'est-à-dire les moyens déjà de consoler l'autre en comprenant sa douleur, en sympathisant avec, en le comprenant et en l'accueillant, et en ne se laissant pas trop déstabiliser par cette douleur, pour pouvoir rester en contact. Parce qu'il y a des gens qui fuient, ceux qui sont déprimés ou qui souffrent parce que ça les assombrit eux-mêmes, donc ils ne sont pas capables de rester en contact avec les gens en souffrance. Mais ce contact est déjà important, mais c'est surtout de donner confiance aux êtres en souffrance qu'au fond, ils ont la ressource en eux-mêmes pour se libérer de leur souffrance. Ils en ont la capacité. Simplement, en apprenant à se connaître eux-mêmes mieux, en apprenant à comprendre ce qui conditionne leur souffrance. Ce qui conditionne la souffrance, ce ne sont pas les circonstances de la vie, bien sûr. Si on a un accident, si on est malade, si on a perdu un être cher, etc., c'est une cause extérieure à nous-mêmes et qui est indéniable et incontournable. On ne peut pas ignorer ça. Mais finalement, ce qui conditionne la souffrance, ce n'est pas l'événement lui-même, la perte de la santé, la perte de l'être cher, c'est comment nous réagissons par rapport à cela. Et donc finalement, comment fonctionne notre propre esprit? Est-ce qu'on est capable de lâcher prise avec un attachement ou pas? Et donc ça, c'est ce qu'il faut apprendre à réaliser. Et c'est ce que la pratique de la méditation zen nous aide à réaliser. Et à ce moment-là, le sens de la compassion, ça ne va pas être d'éveiller les autres par la propre puissance de notre éveil à nous, mais de leur donner le goût et la confiance dans le fait qu'ils peuvent s'éveiller eux-mêmes, donc se libérer des causes de leur propre souffrance, et qu'ils en ont la ressource, qu'ils en ont la possibilité, parce que tous les êtres sont la nature de Bouddha. C'est un des postulats fondamentaux du zen. On se demande, tu sais, les philosophes se sont toujours demandé si l'homme est bon ou mauvais, etc. Quelle est la véritable nature de l'homme? Du point de vue du zen et du bouddhisme, la véritable nature de l'homme est une nature bonne, indéniablement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des pulsions de mort, qu'on n'a pas d'agressivité en soi, qu'on n'a pas toutes sortes de choses. Mais tout ce qui est négatif en nous provient la plupart du temps de la frustration de n'avoir pas réalisé la vraie dimension de notre existence, de ne pas être éveillé finalement. Et ça est une telle cause de souffrance, parce que justement notre vie à ce moment-là n'a pas grand sens, ou ce sur quoi on avait fondé le sens a tendance à foutre le camp, s'effondrer, nous échapper, et donc ça nous angoisse, et ça déclenche toutes sortes de réactions négatives et douloureuses. Des fois aussi douloureuses pour l'entourage, parce que du coup, quand on ne va pas bien soi-même, on fait souffrir les autres autour de soi. Ne serait-ce qu'en projetant toutes sortes de choses négatives en soi qu'on ne veut pas voir et qu'on projette sur les autres. Alors ça, il y a aussi tout un travail à faire de clarifier nos propres ombres, ce que la pratique de Zazen nous aide à faire, parce que, comme le disait Maître de Gaine, les gens ordinaires s'illusionnent sur l'éveil, souvent, croient avoir réalisé l'éveil, croient se comprendre eux-mêmes. Les éveillés, eux, donc les Bouddhas, les éveillés, éclairent leurs illusions. Et ça, c'est une des fonctions fondamentales de la méditation, c'est de clarifier nos propres illusions, nos propres erreurs, nos propres attachements, et de clarifier les mécanismes par lesquels nous nous faisons souffrir nous-mêmes et nous faisons souffrir les autres, par nos propres réactions, par notre attitude, par notre manque d'éveil, par notre manque de cohérence avec la véritable nature de Bouddha, avec ce que nous sommes en réalité, avec ce qu'est tout le monde. Donc, pour revenir à ce que disait le sixième patriarche, il faut donner confiance dans le fait que chaque être a cette nature de Bouddha, parce que chaque être est en soi Bouddha, c'est-à-dire est la réalité à laquelle un Bouddha s'éveille, et chacun donc a forcément la capacité de s'éveiller à ça. S'éveiller, nous sommes ce que nous sommes, enfin on ne peut pas être autrement. Et donc, mais seulement, généralement, notre compréhension de nous-mêmes s'arrête à la surface. On ne va pas au fond. Et du coup, on se voit comme un petit ego limité. Et encore une fois, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir, sinon je vais me répéter. Mais voilà. Et donc, pour en revenir à la compassion, ça va être de donner confiance et de donner aussi les moyens d'accès à cette capacité d'éveil, c'est-à-dire de montrer au fond la pratique. Mais pour que les gens acceptent de s'intéresser à comment pratiquer la méditation, il faut qu'ils aient confiance dans le fait que là, il y a une ressource, une clé, une libération possible. Et donc, il faut pouvoir aussi l'exprimer, l'avoir expérimenté soi-même, peut-être aussi à travers notre propre comportement,
donner confiance dans le fait que c'est possible. Parce que sinon, on décrit une espèce d'état idéal. Bouddha disait, le maître Dogen disait, mais soi-même, qu'est-ce qu'on a réalisé? Moi, c'est souvent ce que je me demande d'ailleurs quand j'enseigne le zen. C'est-à-dire, voilà, je transmets très souvent, je m'appuie sur les enseignements des patriarches, des grands maîtres du passé, mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que moi j'en ai réalisé? Qu'est-ce que les gens qui sont à côté de moi et qui pratiquent avec moi en réalisent? Et ça, c'est vraiment fondamental aussi de développer cette lucidité et de ne pas se faire des illusions sur soi-même. Ça fait aussi partie de l'éveil de ne pas s'illusionner. Maître Deshimaru calligraphiait souvent sur les kyosaku qui s'appellent le bâton d'éveil, qui servent à se réveiller quand on s'endort ou à se calmer lorsqu'on est trop nerveux. Eh bien, il écrivait Makumoso. Et Makumoso, ne vous illusionnez pas vous-même. Et ça, c'est à l'adresse des gens qui méditent. C'est-à-dire, ne croyez pas que vous êtes réveillé. Il faut toujours aller au-delà de ce que l'on croit avoir réalisé. C'est le rôle d'ailleurs notamment du maître, c'est de ne pas laisser le disciple s'endormir dans l'illusion de son propre éveil. C'est-à-dire qu'il y a toujours un au-delà, aller plus loin, plus profondément, dans la réalisation. Car l'éveil, ce n'est pas seulement une espèce de flash, d'intuition, de compréhension de soi-même et de la vie, c'est beaucoup plus profondément être capable de vivre en harmonie avec ce que l'on a compris. Ça, c'est le plus important. Comprendre. Beaucoup de gens sont capables de comprendre, d'ailleurs, les enseignements. Tout ce que je vous explique, je suppose que vous pouvez le comprendre, ce n'est pas du charabia. Mais moi-même, j'ai du mal à le mettre en pratique. Alors, je pense que les gens qui m'écoutent également. Donc, vraiment, comprendre, c'est réaliser. C'est pour ça qu'on parle, dans le zen, on parle de pratique-réalisation. C'est-à-dire qu'il faut être constamment, extrêmement lucide et vigilant à se demander, est-ce que je réalise vraiment dans ma vie concrète l'enseignement que j'ai reçu, même l'éveil dont j'ai eu l'intuition dans la pratique de la méditation. Et donc il faut constamment se rappeler. D'ailleurs, l'étymologie du mot religion, c'est à la fois relier, c'est-à-dire être relié à la vérité fondamentale, qui est très important, mais c'est aussi se rappeler, relire, presque relire, au sens de se rappeler les vérités fondamentales, de ne pas être oublieux. D'être tout le temps conscient des choses vraiment importantes à réaliser, ne pas les oublier. Et donc, il y a ce qu'on appelle dans la pratique du zen, le gyoji, c'est la pratique constante. Souvent, on croit qu'on va pratiquer un certain temps. On nous dit des fois, pendant combien de temps faut-il pratiquer pour obtenir l'éveil? On est dans une société comme ça où les gens sont pressés et veulent un résultat rapide. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, mais c'est immédiat. Et en même temps, ça n'en finit pas. C'est immédiat parce que dès lors qu'on est assis dans une attitude juste du corps et de l'esprit, dans un lâcher-prise, on est en contact avec la réalité profonde de notre existence et on réalise une certaine forme d'éveil. Maintenant, pour que cette réalisation vraiment fasse sens dans notre vie, il faut répéter constamment cela, constamment le répéter. Parce que sinon, ça devient une sorte de souvenir, de mémoire. Moi, j'ai entendu certains moines zen dire « Ah oui, j'ai réalisé l'éveil en telle circonstance, il y a tant d'années, j'ai entendu tel enseignement, tel koan, où j'ai assisté à tel spectacle. » Et ils vous racontent les circonstances de leur réveil. Moi, je peux aussi vous raconter ça. Ça m'est arrivé aussi. Mais je ne cherche pas à m'illusionner dans le fait que je me suis dit, je me suis éveillé en 1972 dans le temple d'Antaiji le 17 juillet. Il s'est passé quelque chose, mais c'est du passé. Comment maintenant je continue à pratiquer et à approfondir cela? Eh bien, c'est le gyoji, la pratique constante. Et donc, voilà. Et c'est ce qui fait que... Quelle heure il est? C'est ce qui fait qu'à ce moment-là, l'éveil fait sens dans notre vie, non pas parce qu'on a une sorte de boussole qui nous indique le nord, qui nous indique comment se diriger. Ce qui fait sens dans notre vie, c'est qu'à chaque instant, notre manière d'être est en harmonie avec l'éveil que nous avons réalisé ou que nous réalisons quotidiennement lorsque nous méditons. Donc, au fond, ce qui fait sens, c'est d'être cohérent. Voilà. Et d'ailleurs, ça va de soi. Si on est incohérent, si on comprend les choses et qu'on fait le contraire de ce qu'on a compris,
ça n'a plus de sens. Hein, ça ne sert à rien de comprendre. Ou alors, bon, c'est de la masturbation intellectuelle. Hein, voilà, on comprend plein de choses, mais on ne les pratique pas, donc ça ne sert à rien. Et donc la pratique du zen, c'est vraiment, d'ailleurs, on emploie le terme pratique-réalisation. Shu, sho. Shu, pratique, sho, réalisation. Sho, on sent que éveil, réaliser, c'est-à-dire actualiser.